Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes pour ce 7e cycle des rencontres de la Sorbonne au 40 du Temple. L'édition de cette année a pour thématique les politiques culturelles des corps. La première rencontre de ce soir propose d'étudier l'émergence de nouveaux modèles corporels, notamment par le prisme du numérique. La problématique à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble ce soir est la suivante. Que penser du numérique comme moyen d'atteindre un idéal corporel ? Donc, nous avons choisi d'étudier cette question car nous pensons que c'est un thème indéniablement majeur dans notre société, particulièrement parce que nous vivons dans une expansion toujours plus croissante du numérique, surtout depuis sa révolution, il y a de cela plus d'une vingtaine d'années. Nous souhaitons donc questionner cette tendance et notamment nous demander quelle est la place du corps dans notre quotidien 2.0 et comment les réseaux sociaux comme Instagram ou les médiums vidéoludiques comme les jeux vidéo influencent-ils notre perception du réel. Donc, pour cela, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Johanna Riquier, ambassadrice de l'association Women in Games et directrice générale de Gamerging Solutions, cabinet de conseil dans le milieu de la tech et du gaming. Nous sommes également en compagnie de Samuel Bianchini, artiste plasticien et enseignant-chercheur à l'ENSAD, École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Et enfin, nous accueillons également ce soir le philosophe Pierre Musso, également professeur en sciences de la communication et de l'information à l'université Rennes 2, ainsi que chercheur en anthropologie. Il n'est pas là pour le moment, mais nous rejoindra au cours de la conférence. Donc, bienvenue à vous pour cette conférence. Nous sommes très heureux et heureuses de vous recevoir ce soir. Et pour vous qui nous regardez sur Twitch, sur Zoom ou sur Facebook Live, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Après 1 heure de conférence, nous allons procéder à 15 minutes de questions du public. Donc, Monsieur Bianchini, je vous invite à faire votre partage d'écran. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Monsieur Bianchini va vous présenter certaines de ses œuvres. Oui, puisque vous m'avez invité en tant qu'artiste et chercheur, mais en tant qu'artiste, je fabrique des choses. Donc, vous parliez à l'instant, vous nous parliez du fait que ça remontait déjà, cet envahissement du numérique qui restructure nos vies, nos comportements, il est remonté quand même à plus de 2 décennies. Et je me suis dit que c'était intéressant de vous parler d'un projet qui a pas tout à fait abouti et qui date d'il y a plus de 20 ans, puisqu'en fait, on a commencé à travailler dessus avec un collectif à l'époque qui s'appelait Labomatic Ultra Lab. Et donc, en fait, c'était un projet qui s'appelait IDKit et qui consistait à mettre en place un site web pour fabriquer des identités factices. En tout cas, pour se fabriquer des identités sur Internet, avec aussi déjà une idée à l'époque. Aujourd'hui, je crois qu'on vit au quotidien, c'est qu'on peut avoir plusieurs identités. Alors, je ne sais pas si on peut avoir plusieurs corps, mais en tout cas, il y a aussi cette question de la multiplicité des corps et des identités. Donc, juste quelques mots sur ce projet, donc, comme je disais, qui date d'il y a un peu plus de 20 ans. Donc, un projet qui consistait sur un mode un peu humoristique à proposer de fabriquer ses propres photos d'identité, ses propres informations pour pouvoir servir les sites web qui nous demandaient des informations sur nous. Donc, on voit la possibilité d'acheter des identités, de les modeler, même de fabriquer ce qu'on appelait non pas des photos d'identité, mais des films d'identité. Et puis, la possibilité aussi de recycler ces identités. Alors, on avait pour ça quelques interfaces. L'une qui consistait en quelque sorte à faire un patchwork à partir d'une base de données d'identité qui devait progressivement s'enrichir. Aujourd'hui, je pense que, comme vous le verrez, il y a quelques images, mais je crois que ça mériterait d'être vu peut-être de façon plus large, ne serait-ce que sur les images. En tout cas, voilà, on pouvait rentrer des informations, puis les recycler, les remixer. L'idée, c'était de pouvoir remixer les identités, fabriquer même de fausses cartes d'identité en essayant de jouer avec les limites de ce qui pouvait être autorisé. Et puis aller jusqu'à, donc après ces modélisations, aller pourquoi pas jusqu'à fabriquer collectivement un film d'identité et aussi jouer avec ce qui est devenu à l'époque. Il faut imaginer que c'était il y a une vingtaine d'années. La question des cookies n'était pas encore tout à fait claire. Aujourd'hui, elle l'est pour tout le monde, en particulier avec les lois européennes sur la RGPD. Donc, en tout cas, ici, il s'agissait aussi de proposer de jouer avec ces cookies et donc de fabriquer quelque part de faux cookies qui renseignaient et qui envoyaient de fausses informations ou en tout cas des informations qu'on avait fabriquées pour fabriquer nos propres identités
qui, comme on le sait aujourd'hui, sont très tributaires de ces petits logiciels. Un autre projet, alors lui qui est un peu plus récent, mais qui date quand même d'il y a 14 ans maintenant, 2008, puisque avec le premier projet, pour moi, c'est intéressant. À chaque fois, je vais vous présenter 5 projets très rapidement. Le premier, c'est cette idée que qu'on peut finalement, à travers le numérique et peut-être en retour, modeler nos propres identités, notre propre identité ou nos propres identités, en avoir plusieurs, et puis les moduler, les modeler, ce qui aussi déjoue peut-être la question de l'idéal, hein, tel qu'il est formulé dans la question que vous avez posée. Ici, donc, deuxième projet qui s'appelle Valeurs croisées, qui avait été fait pour la Biennale de Rennes en 2008. Et donc, c'est un mur de compteur qui indique les distances en temps réel qui se trouve face à ce mur et donc qui, quelque part, crée des silhouettes qui varient en fonction de notre approche, de nos mouvements, de nos comportements, de notre activité. Et donc, ça, c'est peut-être une autre façon de marquer à quel point aujourd'hui nos identités et nos corps sont si façonnés par les données qu'ils produisent, que ces corps, que ces identités produisent, et comment finalement ces données en retour induisent aussi des changements de comportement et modèlent aussi nos identités et nos corps. Troisième projet, et je pense qu'il a beaucoup à voir avec le jeu vidéo, donc j'imagine que ma collègue aura beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. C'est celui de la fabrication d'avatars. Ici, c'était un projet de mise en scène avec un projet de mise en scène avec une metteuse en scène qui s'appelle Myriam Marzouki, à partir d'un texte de Véronique Pitolo, et qui était une mise en scène sur Hélène, sur la figure d'Hélène, la figure grecque d'Hélène, qui cherchait finalement à construire son identité. Et donc, on a traduit ça par un avatar qui, progressivement, au cours de la mise en scène, progressivement s'encorporait en quelque sorte. Hein. Vous voyez, au début, on était sur un mode filaire, puis progressivement, eh bien, on commençait à avoir de la chair, puis des vêtements. Donc, comment construire un personnage autour d'une mise en scène et comment finalement les avatars deviennent aussi finalement des représentants de nous-mêmes dans le monde numérique et construisent aussi nos identités ou de nouvelles identités. Et puis, un autre projet, Discontrol Party, de 2009 jusqu'à 2018. Sans doute, il y en aura d'autres versions. Ici, c'est plus pour interroger le corps social, l'identité multiple, mais cette fois, l'identité collective, ou comment, face finalement aux dispositifs qui ont tendance à être des dispositifs de contrôle, des dispositifs de surveillance, qui convertissent justement nos faits et gestes en données, comment y échapper? Alors ici, souvent, je donne une anecdote assez simple, c'est que si on voit ces dispositifs de contrôle de plus en plus évolués, qui cherchent par exemple à faire de la détection faciale, etc., eh bien, imaginez-vous simplement en train de vous embrasser à 2, voire à plus de 2, devant une caméra de surveillance équipée avec les derniers systèmes de reconnaissance faciale. Et bien, vous verrez que la caméra et le système qui est derrière n'arrivera pas à vous identifier parce que finalement, il faut accepter que nos corps soient séparés, que nos corps jouent un jeu social normé pour pouvoir répondre aux conditions de ces systèmes de surveillance, de traçabilité qui justement essayent de cloisonner, d'enfermer nos identités et pour pouvoir mieux les traquer. Donc ici, on voit quelques images de Discontrol Party, donc qui est une fête dans un dispositif de surveillance, de contrôle. Plus les gens font la fête et plus ils mettent à mal le système, où on voit par exemple que là, les corps résistent dans leur multitude au système qui essaye de les traquer. Dernier point que je souhaitais aborder, c'est celui de la robotique. Alors ici, on n'a plus de corps, on n'a plus de représentation, mais elle est en creux en quelque sorte avec un projet de robotique que j'ai mené il y a quelques années. Ce que je voudrais dire à travers la robotique, c'est que ce soit des robots anthropomorphes, donc qui ont des corps d'humains, ou que ce soit des robots qui ont d'autres formes de corps, ils se trouvent tous animés en quelque sorte par une volonté de donner vie. On donne vie de plus en plus à des objets à travers la robotique. Et ici apparaît une chose qui est très marquée, je pense, avec la robotique et avec la question des avatars, c'est le fait que si habituellement on parle des techniques comme prolongement du corps, comme prolongement de nos attributs, de nos capacités d'action, eh bien, avec la robotique comme avec les avatars, on n'est plus dans le prolongement, mais plutôt dans le redoublement. C'est-à-dire qu'en fait, on double le corps, dans tous les sens du terme, hein, le corps se trouve doublé parfois, et donc on peut se construire d'autres corps et d'autres identités
que ce soit dans le monde virtuel, on le connaît avec les avatars, mais aussi de plus en plus avec la robotique qui devient littéralement un redoublement du corps. Merci, Monsieur Bianchini. Madame Riquet, est-ce que vous avez quelques mots à dire sur les œuvres que Monsieur Bianchini vient de présenter? Bonjour. Oui, c'était très intéressant et ça m'a donné une autre perspective en fait de la relation du corps avec le digital. Moi, je pensais plus au niveau affaires et le monde de l'emploi, les entrepreneurs. Donc, après que nous ayons fait en fait nos introductions j'aimerais bien en toucher un peu plus de mots, mais effectivement, je vois exactement où on va. Et je me disais effectivement, on pourrait avec Web 3, Web 3, je ne sais pas comment on le dit en français, mais vous savez, donc tout ce qui est décentralisé, on pourra encore plus se dédoubler, comme disait M. Bianchini. Donc, et ça, peut-être que ça permettra aussi, comme on dit, que le Web 3 crypto-monnaie, c'est en fait le pouvoir qui revient au peuple, à l'ADEME, voilà. Peut-être que ça permettra encore plus de brouiller les informations qui sont que nous, consommateurs, et données, hein, parce que pour ces entreprises et pour toutes les entreprises, nous ne sommes que des données pour pouvoir générer de l'argent. Donc, des fois, quand M. Bianchini parlait, je me disais effectivement, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui n'est pas encore très, très, très à point par la grosse majorité des entreprises qui utilisent nos données. Cependant, je pourrais dire que Amazon a peut-être une des sociétés qui dépasse en fait le normal en termes de et qui peut influencer en fait du digital à nos corps physiques et après commander que ce soit des assets digitaux ou des assets physiques, c'est Amazon. Sinon, après, il y a toujours des discordances entre ce qu'on peut nous proposer comme publicité sur les devices. Alors, je suis en train de partir vers mon point et après, je vais remonter. Mais bon, je vais laisser le troisième intervenant se présenter et nous pourrons aller dans la discussion. Alors, Monsieur Musso n'est toujours pas arrivé, il rencontre toujours des problèmes pour se connecter. OK. Alors, moi, je voulais vous demander une petite question introductive, peut-être pour définir les termes du sujet. Qu'est-ce que ça vous évoque, par exemple, Monsieur Bianchini, l'émergence de nouveaux modèles corporels? Est-ce qu'il y a des tendances que vous avez remarquées? Voilà. Mais c'est vrai que vous l'avez vu, hein, moi j'ai croisé tout de suite la question du corps et la question des identités. C'est-à-dire que je pense que quand aujourd'hui on le voit, il y a une volonté de prendre en main son corps, donc de ne pas être d'avoir la possibilité de décider pour soi-même, pour son corps et de choisir et de choisir pour soi. Mais par rapport au numérique, c'est vrai que j'ai tendance à insister. Je pense que ce que disait Madame Riquet à l'instant allait dans ce sens-là aussi, c'est que on voit bien qu'il y a aujourd'hui il y a un interfaçage entre le monde physique, tangible, nos corps physiques, et puis les mondes numériques. Et donc, la multiplicité des identités, de jouer finalement la confusion contre la volonté de tracking des grosses entreprises, la marchandisation de nos corps, de nos faits et gestes, parce que ce qui va avec nos corps, ce sont nos activités aussi. Et donc, comment finalement on joue ou on déjoue ça. Et je crois qu'il y a quelque chose à cet endroit-là qui fait que reprendre en main nos destins passe par nos corps, par nos identités, et aussi donc par des stratégies qui sont complètement en rupture avec ce qu'on aurait pu connaître, par exemple, au XXe siècle.
D'accord, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Est-ce que vous avez des choses à dire, Madame Riquier, sur ce que vient de dire Monsieur Bianchini? Ce que je pourrais dire, c'est que pour revenir en fait à l'influence du digital sur nos corps, je voulais donner un exemple. Par exemple, avant, nous avions des pays physiques, c'est-à-dire les pays, c'était la France, l'Angleterre, le Sénégal. Et aujourd'hui, nous pouvons comparer les plateformes digitales qu'on nous sert aujourd'hui à des pays, à de nouveaux pays. D'accord? Chaque pays a son mode de fonctionnement. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Et vous verrez que toutes ces plateformes ont tout adopté aujourd'hui. Une des choses, les short films, les petits films qui nous permettent en fait qui leur permettent de nous en fait puis alimenter tout ce qu'ils veulent. Avant, nos moments d'interaction avec quelque chose de digital ou qui n'était pas présent dans notre monde physique complètement, c'était la télé. Donc, il y avait des cours, il y avait le matin et le soir. Donc, il y avait un laps de temps plus court pour nous donner des informations, des informations du corps au digital. Aujourd'hui, le corps le corps est très, très influencé par le digital. Et comme disait M. Bianchini, donc je disais tout ça pour nos comportements, nos souhaits. Peut-être qu'on n'avait pas envie d'acheter le dernier juicer. Mais comme on nous a envoyé des publicités avant que c'est bientôt les fêtes, donc il faut qu'on perde un petit peu de poids. Donc, il faut qu'on aille faire un petit régime ou un petit juice fast. Donc, on se dit, il faut que j'achète un juicer. Est-ce que vous comprenez où je vais? Donc, je vais vraiment, je supporte en fait M. Bianchini en disant que maintenant, le digital a une très grande influence sur notre corps, quoi qu'il arrive. Et même, je pense que pour aller un peu plus loin, c'est que malgré le fait que nous puissions créer ces avatars, je pense que ces avatars, moi, je pense que nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas une seule façade. D'accord? Donc, ces avatars auront toujours quelque chose, une combinaison de quelque chose qui nous appartient dans le monde physique, psychologique, mental, etc. Peut-être qu'on ira dans un monde où une seule personne qui a plusieurs avatars, si on arrive à l'identifier comme étant une seule personne derrière cinq avatars, en mettant tous ces avatars ensemble, les caractéristiques, les souhaits, les vœux, on pourra trouver cette nouvelle personne. Et moi, je parle des sociétés qui utilisent les données. Je vais très, très loin dans mon propos. C'est pour dire qu'il y a effectivement il y a cette possibilité de lutter contre le vol de nos données, le vol de nos souhaits, de nos activités. Et donc, avoir un profil digital qui est reconnu par compagnie X et avoir un autre profil digital qui est reconnu par compagnie Y, il est important aussi de se rappeler que
il y aura peut-être toujours cette possibilité de remonter jusqu'à la dernière personne. Et c'est pour ça que, et je recommence à dire, que Web3, comme ce sera décentralisé, et là, avec la venue de Web3, on pourra justement encore plus lutter contre l'acquisition de nos données, de nos activités, etc. Donc, j'ai fait un pour-argument et contre-argument. Voilà. Je vois que M. Musso est arrivé, donc je vais lui céder la parole. Oui, bienvenue, Monsieur Musso. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Nous avons déjà bien entamé la conférence. On a essayé une première question qu'on a posée, c'était pour définir les termes, en fait, de cette rencontre. Donc, est-ce que vous avez quelques mots à dire sur qu'est-ce que ça vous évoque, l'émergence de nouveaux modèles corporels? D'abord, excusez-moi, mais il y avait un problème de connexion. Bref. Donc, je ne sais pas à quel moment j'interviens dans vos débats. Ce que je peux vous dire juste pour évoquer quelques questions que j'avais en tête. Je pense qu'avec le numérique, pour prendre ce terme que j'aime pas, on a 5 figures nouvelles du corps qu'on peut évoquer. La première, c'est le corps technologisé, c'est-à-dire le corps équipé. Et là, c'est déjà en cours. La mutation, la transformation est en cours. Michel Serres avait parlé du pouce, la petite poussette. C'est vrai que, par exemple, ça joue sur cette machine à écrire qu'est le smartphone, mais on pourrait parler, comme les Chinois, des têtes baissées dans la rue qui vous rentrent dedans en regardant leur smartphone. On pourrait parler aussi des casques, etc. C'est-à-dire que l'équipement du corps est déjà technique est déjà là et il se développe très vite. La deuxième figure de la modification, c'est celle, si j'ai compris, qui était évoquée précédemment, c'est le corps hybridé qui est dans 2 mondes, au moins 2 mondes, avec virtuel et non pas réel, mais actuel. Il y a le monde actuel, c'est celui dont on est familier, physique, disons, et le monde virtuel, les univers virtuels, dans lesquels on a 2 grandes ouvertures. La première, c'est d'explorer d'autres mondes, comme dans le jeu vidéo, et c'est surtout de multiplier les identités. Cet aspect me semble très important. On peut jouer sur la multiplicité des identités. Alors évidemment, l'avatar étant une des possibilités, et ça demanderait beaucoup d'échanges là-dessus. La troisième figure, c'est le corps réduit à l'ordinateur. Ça me semble même être la figure dominante. C'est le modèle cybernétique. C'est-à-dire le corps devient une banque de données, de data, le big data du corps physique. Et quand vous regardez la médecine, par exemple, pas que la télémédecine, mais le corps est réduit à une banque de données de plus en plus. Bon, et ça ouvre des perspectives extraordinaires et c'est déjà là. Des médecins disent on ne fait plus de clinique, on regarde des tableaux Excel pour voir le patient. La quatrième figure qui est souvent évoquée par les anthropologues, c'est le corps désincarné. C'est-à-dire, alors il y a même un sociologue, Yves Sturze, qui allait assez loin et qui parlait de l'extermination corporelle avec le numérique. C'est-à-dire la survalorisation du cerveau, si vous voulez, de la captation de l'attention par rapport au corps physique. Et ça, on trouve ça très fort dans Matrix, enfin dans Neuromancien de Gibson, où il dit finalement, Case, quand il retombe, c'était de la viande, c'est-à-dire le corps comme paquet de viande, désincarné. Gibson, là-dessus, a été vraiment visionnaire, puisque son bouquin est de 84, et Matrix est plus tard, le film est plus tardif. Et la dernière figure, qui est beaucoup évoquée à la Silicon Valley, qui fait rêver les gourous de Google, c'est le corps qui est totalement augmenté pour absorber toutes les faiblesses du corps humain, comme si on pouvait supprimer la mort, donc un corps immortel, grâce au transhumanisme et compagnie, un corps qui n'est plus malade, un corps qui est toujours jeune,
un corps qui est performant, etc. Donc, on se défait de la vie, on pourrait se défaire par les technologies poussées à bout, hyper technologisées, de la vieillesse, de la maladie, de la mortalité, etc. Et là, on a des modèles multiples. Bien sûr, l'avatar, le robot qui devient un modèle de l'humain, ce que Gunther Anders appelait la honte prométhéenne, c'est-à-dire le fait qu'on prend comme modèle l'objet qu'on a créé. Et puis les prothèses et les cyborgs, bien sûr, le cyborg comme figure. Bon, voilà 5 figures rapidement évoquées, mais celle qui me semble dominante, c'est le modèle cybernétique, c'est-à-dire l'homme ramené à des données et l'homme programmable. D'ailleurs, on vous dit qu'on commence à dire à propos du cerveau des individus, ah, il a un logiciel qui marche bien ou qui ne marche pas bien. Vous voyez, donc on est déjà dans ce modèle largement diffusé. D'accord, merci pour cet éclaircissement. Monsieur Bianchini, est-ce que dans vos œuvres, les 5 figures qu'a évoqué Monsieur Musso, est-ce que ça a un impact sur votre travail? Est-ce que ces 5 figures ont une place dans votre travail artistique? C'est assez étonnant, Pierre Musso n'était pas encore arrivé, mais donc j'ai montré 5 exemples. Donc, alors, qui ne correspondent pas tout à fait à ce que Pierre Musso développait, mais quand même, il y a beaucoup de proximité, hein, puisque j'ai parlé de robotique, j'ai parlé des avatars, avec peut-être un point aussi qui était cette idée, mais qui est sous-jacente hein, dans ce que vous disiez à l'instant, c'est que je disais que les techniques ont souvent été pensées comme des extensions du corps humain et des facultés, etc., humaines, mais qu'on arrive à un stade où finalement, on est plus, on peut continuer cette extension, mais comme on voit aussi qu'on peut doubler le corps en quelque sorte. Et donc, et le projet justement, ce qu'on peut voir à travers la robotique d'une part, donc dans l'espace tangible, ou les avatars dans les espaces dits virtuels vont dans ce sens. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose qui à la fois nous prolonge, mais nous double, nous redouble ou nous double. Avec les effets de retour hein, qu'on peut avoir, qui sont des effets miroirs ou des effets qui nous transforment aussi en fonction de ce qui se passe, je dirais, avec ces corps qui nous ont doublés. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces corps qui nous doublent dans l'espace tangible et qui sont plus forts que nous, ou ces corps qui nous doublent dans l'espace virtuel et qui sont très flexibles, beaucoup plus malléables. Quand on dit qu'on peut changer de skin, hein, et je crois que Johanna Riquet a beaucoup travaillé sur les jeux vidéo, donc peut-être va pouvoir nous en dire quelques mots, mais l'idée même de changer, d'acheter des skins et d'en changer dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est absolument banal. Il y a même un modèle économique derrière ça, donc si on le ramène à la réalité tangible, ça pose quelques questions. Merci. Madame Riquet, j'ai remarqué que tout à l'heure, vous parliez des territoires. Vous qui êtes très, très présente sur le continent africain et en Moyen-Orient, est-ce que vous observez un peu les mêmes tendances dans les changements de la perception du corps, notamment par le numérique, sur ces territoires? Merci Zoé pour cette question. Alors, tout d'abord, comme vous avez dit, je suis directeur général de Gamergine. Gamergine, c'est une société de conseil pour les entreprises et les gouvernements qui utilise en fait les technologies émergentes telles que réalité virtuelle, réalité augmentée, intelligence artificielle, ML qui est machine learning, pour pouvoir justement pallier à tout ce qui est développement économique. D'accord? Donc, on utilise toutes les nouvelles technologies et les jeux vidéo. Et comme disait, il y a plusieurs façons, et l'une des façons d'atteindre en fait le consommateur, c'est par les jeux vidéo, parce que aujourd'hui, ça a atteint, les jeux vidéo, la gamification a atteint un niveau d'utilisation qui dépasse la normale grâce ou à cause, selon votre camp, au Covid. Et donc aujourd'hui, c'est l'industrie du jeu a généré, juste l'industrie du jeu vidéo, déjà en septembre, selon le dernier rapport d'Accenture,
a déjà généré près de 300 milliards de dollars en septembre 2022. Donc, il faut savoir que nous aidons les entreprises et les gouvernements dans l'utilisation de ces technologies et du jeu vidéo, de la gamification. Et donc, je suis nouvellement entrepreneur puisque je travaillais dans l'une des sociétés métaverses leader sur le marché, Unity Technologies. Donc, je connais les deux pièces, les deux côtés de la pièce. Et aujourd'hui, je dirais que, et pourquoi je suis en Afrique, parce que l'Afrique, aujourd'hui, la population de l'Afrique, c'est 1,2 milliard de la population, donc de personnes. Et en 2050, la population de l'Afrique va doubler, constituant un quart de la population mondiale. Donc, cela permet pour tout ce qui est technologie et création de contenu, d'avoir non seulement un target, une cible de consommation, d'accord, mais aussi une cible de travailleurs, créateurs de contenu, programmeurs, codeurs, etc. Donc, je vous donnais ces données pour vous dire que oui, effectivement, au niveau consommation, ces comportements sont déjà observés parce que, par exemple, il est très connu que pour le marché du jeu vidéo de l'Afrique, c'est le mobile. D'accord? Il y a toutes sortes d'applications. Aujourd'hui, l'attention, comme disait Monsieur Musso, ce corps désincarné qui existe, ben, ce corps désincarné existe depuis déjà un petit peu plus longtemps que l'Europe ou on va dire les pays du Nord, parce que l'Afrique a leapfrog, comment on dit ça? L'Afrique a manqué l'ère ordinateur. D'accord? Donc, on est passé avant World Wide Web à une consommation désincarnée. Et donc, au niveau des consommateurs, effectivement, nous pouvons déjà observer ces comportements du corps désincarné. Donc, la valorisation du cerveau, la valorisation de l'attention. Je n'ai pas regardé, il y a quelque temps, on disait que j'avais lu un article, on disait que le span de l'attention du consommateur avait baissé à 7 secondes. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que ces nouveaux pays lorsque vous introduisez, ces nouveaux pays dont je parlais, donc les nouveaux pays, on parle des pays des médias sociaux. Lorsque vous allez sur ces plateformes, pour vous, c'est comme un nouveau pays. Vous devez apprendre le langage, comment ça marche, les algorithmes, etc. Et puis, c'est aussi une façon de gagner sa vie. Donc, de nos jours, ce genre de contenu est déjà présent pour le consommateur. Maintenant, l'Afrique et le Moyen-Orient, j'ai séjourné un petit moment au Moyen-Orient l'année dernière, fin de l'année dernière jusqu'au début de cette année, et c'est la même chose en fait. Moi, je vais parler plus en tant qu'entrepreneur j'ai été, avant, un entrepreneur n'avait pas à connaître cette valeur et à se concentrer aussi sur cette valorisation du cerveau de l'attention. Mais aujourd'hui, en tant que business stratégiste, il faut connaître non seulement tout ce qui est développement d'affaires, tout ce qui est commerce, mais il faut aussi connaître ce qui est branding et marketing afin de pouvoir
afin de pouvoir avoir une entreprise avec beaucoup de succès. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et ce que l'Afrique et le Moyen-Orient, ce dont l'Afrique et le Moyen-Orient manquent, c'est cette partie de création, entrepreneuriat, de ceux qui créent leur propre contenu, qui créent leurs propres solutions et qui pourrait, en fait, dans le futur, c'est pour ça qu'il y a un grand focus au niveau jeux vidéo sur l'Afrique. D'ailleurs, la semaine prochaine, Africa Games Week sera présent à Cape Town. Et il y a eu une montée, en fait, de l'investissement, que ce soit en tech, en fintech, par exemple, au Nigeria, que ce soit en agritech aussi. Donc, la technologie aujourd'hui, la technologie avant était une verticale. Aujourd'hui, la technologie est horizontale. Donc, elle est transversale et est utilisée dans toutes les industries. Nous allons arriver à un point où, bien sûr, comme il faut, revenons au point, aux 5 figures de nouvelles de M. Musso, nous sommes arrivés à un point où l'équipement du corps est complètement acquis. Il est très rare, donc aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas un téléphone et un smartphone, on dirait que cette personne est ostracisée. Aujourd'hui, on a excusez-moi, je ne sais pas si j'ai utilisé un mot français, mis à part. Et donc, cette figure nouvelle, l'équipement du corps, elle est mondiale, que ce soit au Moyen-Orient et en Afrique, comme je disais, puisque il y a eu ce dépassement. C'est très courant d'avoir une personne avec 2 téléphones, voire même 3. Et il y a après cette valorisation du cerveau et de l'attention des consommateurs et des utilisateurs. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons afin d'utiliser ces technologies pour pouvoir capitaliser, on va dire, sur la valorisation du cerveau. Maintenant, en tant qu'utilisateur et en même temps entrepreneur, je vois les failles du côté utilisateur et ce qui me permet en fait de pouvoir donner des conseils en plus de mon expérience dans une autre entreprise afin de pouvoir utiliser ces technologies pour le développement économique. Donc, ça passe partout, hein. Ça passe par l'éducation, ça passe par les formations, l'investissement, et puis les collaborations, parce qu'il faut bien avoir des stages pour pouvoir arriver à un niveau, un bon niveau. Et bien sûr, la création d'emplois parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est pour avoir un impact sur l'économie, que ce soit d'une entreprise ou l'économie d'un pays. Donc, le but, c'est avoir un impact social et un impact sur le PIB de chaque pays. D'accord? Parce que j'aurais dû commencer par ça, parce que sinon, on va me voir comme une sorcière. Justement, Madame Riquet, je me permets de vous interrompre pour répartir le temps de parole. Monsieur Musso, comment vous voyez ces phénomènes sociaux, vous, en tant que philosophe, qu'est-ce que vous en pensez de ces phénomènes sociaux? Je crois que la diffusion de la technique est largement mondialisée. Si on prend le cas du smartphone, bien sûr, il est aujourd'hui, tout le monde pratiquement dans le monde entier a un smartphone ou un téléphone mobile dans la plupart des pays. Donc, c'est important parce que le smartphone est une sorte non pas de révolution technique, mais je dirais de mutation anthropologique. C'est-à-dire, un smartphone, c'est un mélange d'informatique, c'est un IBM 450 qu'on a dans la poche, connecté au réseau. Et du coup, le corps humain
devient le terminal de réseau. Et ça, c'est une mutation très importante. C'est-à-dire que le corps humain n'est pas simplement transformé physiquement, comme je l'évoquais tout précédemment, mais il est considéré comme un terminal. Et c'est une mutation anthropologique parce que c'est rare que dans l'histoire de l'humanité, on accepte d'avoir un nouvel objet avec soi en permanence. Il y a les bijoux, les lunettes, les vêtements, bien sûr, etc. Mais si vous réfléchissez, d'avoir un objet aussi complexe que le smartphone avec soi, c'est une mutation majeure. Donc, en revanche, je ne généraliserai pas sur toutes les technologies dont on parle. OK pour le smartphone, mais les techniques se développent beaucoup plus dans le nord de la planète, pas simplement pour des raisons économiques ou d'avancée ou de retard technologique, mais aussi parce que ça correspond à la vision du monde des pays du Nord. C'est-à-dire que les techniques, ce n'est pas simplement des instruments qui ont une fonction, donc une fonctionnalité, c'est aussi un ensemble de fictions, c'est-à-dire d'imaginaires, de représentations qui sont associées à la technique. Et les techniques renvoient aux visions des sociétés. Donc, je voudrais insister sur ce point. Moi, je dis dans une formule, la technique, c'est du techno-imaginaire. Techno-imaginaire, c'est un mot de l'anthropologue Georges Balandier. Je vais vous donner un exemple. Et je dis dans une autre phrase, pour simplifier, les techniques, ça a à la fois des fonctionnalités et des fictionnalités. Mais qui sait quels sont les pays qui sont producteurs non seulement de techniques, mais de fiction associée aux techniques. Je vous donne un exemple qui est bien connu, c'est la côte ouest nord-américaine. Il y a la Silicon Valley où on produit en permanence des technos. Mais juste à côté, il y a Hollywood, juste à côté, à 500 km, donc la porte à côté. Et Hollywood, qu'est-ce qu'on produit? Des fictions sur les techniques. Et qu'est-ce qu'on produit? Je vous donne deux exemples connus. J'ai cité Matrix et tout le développement sur les technos et notamment sur l'IA, l'intelligence artificielle, sont largement associés aux représentations de Matrix. Mais prenez Minority Report, 2004, 2007, vous avez le smartphone. C'est-à-dire qu'il y a une usine à fiction qui s'appelle Hollywood et une usine à fonctionnalité technologique et à innovation technologique qui s'appelle la Silicon Valley. Et les deux travaillent en étroite collaboration. Vous sortez un blockbuster et vous développez des fictions, des représentations de la technologie. C'est pour vous dire qu'il faudrait voir dans chaque culture, dans chaque civilisation, dans chaque société, comment est reçue la technologie. L'Occident ou le nord de la planète est un monde hyper technologisé parce que ça correspond aussi à son histoire et à sa culture depuis au moins le 19e siècle, voire au 17e avec la naissance de la science moderne. Donc, je pense qu'on ne peut pas évacuer cette question. Il ne suffit pas de voir les techniques, leur diffusion, voir leurs usages. Par exemple, en Afrique, les usages du smartphone sont très différents et beaucoup plus riches qu'au nord de la planète. Donc, je pense, par exemple, le continent africain a une capacité à créer, à inventer des usages fantastiques, alors que le Nord a une capacité économico-technique à développer les produits eux-mêmes. Mais je voudrais dire que ce point que j'évoque sur la technique, avec sa dimension culturelle et symbolique, imaginaire, le techno-imaginaire, se pose aussi sur le corps, puisque la question que vous posez, ce sont les modèles corporels. Le corps humain, ce n'est pas simplement un animal, donc physiologique, si vous voulez, c'est un animal qui agit, qui instrumente, c'est ce que dit Marcel Mauss, un texte célèbre, et le premier instrument, c'est le corps humain, mais c'est aussi le symbole d'une société. C'est ce que dit une autre anthropologue célèbre, Mary Douglas. Le corps, c'est le symbole de la société. Donc, pour aborder les modèles corporels, il faut prendre ces trois dimensions. L'animalité, si vous voulez,
le paquet de viande dont on parle Case dans Matrix, l'instrumentalité et la dimension symbolique et culturelle. Sinon, on réduit immédiatement, et c'est exactement le modèle cybernétique, on réduit le corps humain à un système d'information connecté, et donc on fait du corps humain un réseau avec des données, big data plus connexion, et à ce moment-là, on peut effectivement associer l'intelligence artificielle au corps humain et dire que l'intelligence artificielle sera peut-être plus intelligente que l'intelligence naturelle. Intelligence artificielle, c'est quoi? C'est des algorithmes sur des données. Donc, vous réduisez le corps humain à un cerveau, c'est-à-dire à un ordinateur, et qui agit avec des données. Voilà. Donc, il faut avoir beaucoup de recul, je dirais, sur cette diffusion des technologies et ce qu'elles font avec nos corps. D'accord. Monsieur Bianchini, peut-être que vous avez quelques mots à dire sur le sujet. Qu'est-ce que l'art peut avoir comme place dans ces phénomènes? Je pense que si on revient au domaine artistique, le domaine artistique, c'est quand même beaucoup le domaine on va dire, du sensible, hein, de l'esthétique. Et je crois que le corps, qui est quand même aussi porteur de sens au sens de sensibilité, je pense que c'est important de ne pas en faire un objet, mais d'en faire de le prendre dans son activité, dans sa dynamique. Et donc, quand on parle des data, quand on parle des différentes dimensions que peut trouver le corps aujourd'hui, je pense que c'est toujours des dimensions qui ont à voir avec des dynamiques, c'est-à-dire qui ont à voir avec des activités. Et donc de considérer les choses sous cet angle-là, sous l'angle de l'activité, ça permet aussi de situer le corps à un endroit qui l'emmène dans un réseau qui lui aussi assez dynamique. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du corps dans la relation aux données qu'il peut produire. Donc, ce sont des données qui sont dynamiques et un des enjeux aujourd'hui du business avec les technologies de l'intelligence artificielle, c'est précisément d'orienter les comportements. Hein. Ça rejoint ce qui a été dit aussi par Johanna Riquet tout à l'heure. Donc, comment aujourd'hui, finalement, les technologies essayent de saisir, de modéliser, hein, puisque ça fait partie du titre de la conférence de ce soir, que de produire des modèles, c'est-à-dire de produire des abstractions à partir de plein d'exemples pour pouvoir ensuite, avec ces connaissances, avec ces abstractions, pouvoir orienter finalement nos comportements. Donc, je pense qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux réellement dynamiques qui sont à prendre en compte. Et tout à l'heure, là, j'ai je vais me permettre une petite remarque, mais je pense que Pierre Musso pourra très, très, très brièvement réagir à ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de terminal à propos du corps, parce que la logique du terminal en technologie, c'est un peu comme en France, on avait fait le Minitel, c'est-à-dire que finalement, toute la puissance, même si c'est vrai que le cloud peut avoir un peu être un retour au Minitel, on va dire, c'est-à-dire en gros que toutes les puissances de calcul sont déplacées à des endroits qui sont finalement des très gros serveurs qui n'ont rien d'un nuage. Et puis finalement, nous, on aurait on serait des récepteurs ou des envoyeurs de données, mais on aurait peu de puissance sur nous-mêmes. Je pense que c'est à relativiser et tout à l'heure aussi, Johanna Riquet insistait, pointer le Web 3.0 avec la blockchain qui est derrière, en tout cas un web qui serait davantage distribué, où là, de toute façon, on sait bien qu'il y a beaucoup de tensions entre la volonté donc de grands consortiums de prendre la main et donc de recentraliser quelque part et donc de nous ramener sur un modèle justement où on serait des terminaux et eux tiendraient les clés de la puissance de calcul et puis les clés tout court. Donc comment finalement aujourd'hui les corps sont tout le temps en mouvement et sont pris dans des maillages distribués dans lesquels on peut justement développer des tactiques, hein, pour reprendre le beau mot de Michel de Certeau, et ne pas se laisser faire par les stratégies des grands groupes. Et preuve en est, c'est que le mobile, hein, qui porte très bien son nom, eh bien, il est vraiment mobile dans le sens où les data, les données ont toujours à voir justement avec du mouvement,
que ce soit d'ailleurs un mouvement de déplacement avec la géolocalisation ou même un mouvement sur place, hein, puisqu'on a des centrales inertiennes dedans. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dans une relation au corps qui est très liée justement à la dynamique des corps. Merci pour cette intervention. Moi, comme il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes avant de passer aux questions-réponses, j'aimerais beaucoup parler d'un sujet que vous avez un peu tous abordé ce soir. Ce sont les inégalités. Comme vous avez dit, Monsieur Musso, il y a une différence entre les modèles de corps du Nord et le numérique des Nord et des Sud. Vous, Madame Riquier, en tant que mannequin grande taille, j'ai vu, et vous êtes très sensible à la question de l'inclusion des minorités. Quel est votre constat sur ce sujet quant à l'évolution des stéréotypes, par exemple? Est-ce que le numérique, c'est une forme de combattre ces inégalités? Merci Zoé d'avoir bien recherché mon profil. Euh, oui, alors comme je disais tout à l'heure, le but de l'impact et le but de justement créer cette connaissance chez les entreprises et, et dans les gouvernements, c'est justement, avec Web 3.0, c'est justement donner la connaissance de la technologie aux personnes qui ont… Pardon, qui historiquement n'avaient pas ce pouvoir. D'accord? D'ailleurs, aujourd'hui et demain, il y a une conférence justement sur ça. C'est le pouvoir de Web 3.0 et comment, en fait, les femmes noires peuvent l'utiliser. Et c'est une conférence hybride, mais qui a lieu au Ghana, à Accra. Et donc, justement, il y a on va, en aidant les utilisateurs créateurs, les utilisateurs programmeurs, etc., on leur donne aussi ce pouvoir de remplir ce fossé d'inégalité qu'il y avait avant. D'accord? Donc, comme vous avez pu le voir, je suis aussi, j'ai reçu trois prix pour justement représenter les voix qui sont sous-représentées, pour la représentation de ces voix-là, pour tout ce qui est Games for Good aussi. D'ailleurs, j'ai interviewé un directeur général d'une société de jeux qui crée des jeux pour la santé. Tous ces jeux sont certifiés et les professionnels de la santé peuvent passer leur certification avec ces jeux. C'est une société de jeux. Donc, aujourd'hui, je pense que effectivement, la technologie, l'adoption de la technologie, et pour revenir à ce que M. Berkini disait, c'est que la possibilité de créer un avatar, de créer un profil et de créer différentes skins, d'accord? D'ailleurs, et pour revenir à la représentation et les inégalités dans certaines industries, donc je suis dans l'industrie de la tech qui est réputée pour être très masculine, il y a en fait ce combat de la gente féminine afin que nous puissions être beaucoup plus représentés et pouvoir justement avoir ces possibilités de pouvoir remplir ce fossé. Donc, il y a aussi des combats qui sont d'aujourd'hui, d'accord? Il y a des gens qui sont les femmes, certaines personnes, des personnes de différentes orientations sexuelles ou de différentes provenances ethniques sont harcelés s'ils ne sont pas derrière cet avatar, d'accord? Donc, je pense qu'au niveau impact social, la technologie aura justement a déjà son mot à dire. Et notre travail ici avec un consortium d'entrepreneurs en Occident, mais aussi en Afrique, c'est de pouvoir mettre ces technologies, donner ces compétences aux personnes qui sont aujourd'hui sous-représentées dans
dans ce côté entrepreneuriat, dans ce côté entreprise, dans ce côté de création de contenu. Et même si Web 3.0 arrive, il faut savoir avoir les compétences, justement, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir être un créateur, pour pouvoir être pas un utilisateur uniquement, mais être un détenteur des données et un détenteur des entités. D'accord? D'accord. Excusez-moi, je me permets de vous interrompre parce qu'il nous reste vraiment quelques minutes. Est-ce que, Monsieur Musso, vous avez quelques mots à dire sur le numérique et les inégalités? D'abord, sur le corps comme terminal du réseau, je crois que c'est important, la remarque de Samuel, parce que un réseau, c'est un maillage. Donc, il y a des liens, mais il y a aussi des pôles entre les liens. Et terminal de réseau, ça veut dire ça. Ça veut dire que le corps humain aujourd'hui, il est pris dans un maillage de connexions multiples et que la liberté, finalement, ce n'est pas simplement d'être créatif à l'intérieur. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est un terminal au sens d'un terminal passif par rapport à une centralité de la puissance de calcul des GAFAM ou autres. Mais ça veut dire insertion. Et le luxe, ça va devenir de plus en plus de se déconnecter. Et il y a des batailles sur le droit à la déconnexion. Et déjà là, il y a des inégalités. Parce que dans de nombreuses professions, vous êtes obligé d'être connecté. Si vous êtes gardien de ci ou ça, ou si vous êtes le week-end, on peut vous solliciter, etc. Alors que la liberté, ce sera justement de pouvoir se déconnecter quand on en a envie. Et d'ailleurs, dans le droit français a commencé à apparaître le droit à la déconnexion dans le droit du travail. Et sur les inégalités, elles sont multiples dans le monde. Mais je voudrais en souligner une qui est liée aux politiques industrielles. C'est que si vous considérez que le numérique, c'est d'abord l'informatisation, ce qui est mon point de vue, et la mise en connexion de l'informatique dans tous les domaines, vous voyez que toute la filière informatique, matériel, logiciel, plateforme, est concentrée aux États-Unis et maintenant en Chine parce qu'il y a la concurrence entre les deux. Donc, c'est là que se joue la plus grosse inégalité. Qui détient les réseaux? Les réseaux physiques, c'était la fibre optique, les satellites, etc. Qui détient la fabrication des composants? Regardez l'enjeu sur Taïwan. Qui détient l'essentiel des logiciels et des sites web? Et qui détient les grandes plateformes à l'échelle mondiale? Donc, c'est là que se joue un enjeu majeur qui, pour l'instant, se traduit par le face-à-face Chine, États-Unis, l'Europe ayant largement, et je ne parle pas des autres continents, mais l'Europe elle-même étant à la traîne là-dedans. Donc là, il y a beaucoup d'inégalités. Après, on pourrait parler des inégalités dans l'accès. Et les inégalités dans l'accès au réseau, justement, ou aux techno, sont multiples. Hein. Il suffit de regarder les chiffres d'équipement selon les pays, les régions, etc., et les populations. D'accord. Monsieur Bianchini, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Quelle peut être la place de l'art, en fait, dans cette lutte contre les inégalités posées par le numérique et résolues par le numérique? La question étant très vaste et je vois l'heure qui tourne, je vous propose de rendre un peu d'égalité en discutant avec le public. Moi, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur la participation, y compris l'engagement comment arriver à proposer des configurations qui permettent que les choses se fassent avec le public. Donc, ça me ferait très plaisir aussi d'essayer de répondre à quelques questions du public, sachant que je lis aussi un certain nombre de remarques dans le Q&A de Zoom, mais il y a beaucoup de questions ou de commentaires qui sont intéressants, mais qui sont très denses et qui posent des questions, mais je ne suis pas sûr que, en tout cas pour ma part, je sois capable d'y répondre. Okay. Merci pour vos réponses à tous. Donc, on va enchaîner avec les questions du public. Je vais demander à mon collègue Paul qui va venir vous présenter les questions. Alors, je vais passer à la première question.
Alors, on a une question de Barbara Pébrel qui demande « On connaît le poids écologique du numérique. Quels sont les risques des évolutions de ces émergences de corps sur la planète qui permet à nos corps réels d'exister ?» Est-ce que Johanna, vous pouvez répondre à cette question? Je vais peut-être laisser la place à Monsieur Musso. Je n'ai pas tout à fait compris la question. Bien sûr, du côté énergétique, c'est connu. Les technos dévorent l'électricité. Donc, il y a un besoin énergétique fantastique. On a mille exemples, dont les pires seraient peut-être les spams qui circulent sur les réseaux et qui sont hyper consommateurs. Mais l'autre partie de la question, je n'ai pas compris. Je peux la relire. Quels sont les risques des évolutions de ces émergences de corps sur la planète qui permet à nos corps réels, donc comme vous disiez, vous n'aimez pas tellement ce terme, donc peut-être nos corps actuels, d'exister? Oui, nos corps actuels, je préfère actuel, il faut opposer actuel et virtuel, et possible et réel, et pas, comme on fait souvent, virtuel et réel, comme si le virtuel relevait de la fiction pure et que le monde réel serait celui dans lequel nous ne sommes pas d'ailleurs en ce moment, je veux dire à travers l'écran, mais donc qui est celui du physique. Sur un territoire, dans un espace-temps déterminé. Mais je laisse Samuel répondre à la deuxième partie de la question. Je ne sais pas si c'est un cadeau, mais en tout cas, non, c'est certain qu'on voit quand même qu'on est dans une, j'oserais dire un peu une fuite en avant, c'est-à-dire qu'à vouloir créer, multiplier les corps virtuels, etc., il y a effectivement un retour à la vraie vie, c'est le mur écologique. C'est-à-dire que il faudra qu'on trouve de nouveaux équilibres et qu'on ne peut pas poursuivre comme ça. Parce que plus on va avoir de skins et rajouter des skins et passer du temps derrière nos écrans pour fuir notre vie tangible, et plus ça sera consommateur et le retour sera d'autant plus difficile. Le retour sur Terre va être d'autant plus difficile. Donc, il y a un problème d'équilibre général. Et puis, et donc, je crois qu'on peut étendre cette question-là aux usages du numérique. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'art, le fait qu'on revienne au low-tech, par exemple. La question du low-tech est une vraie question qui a été traitée, là aussi, par des anthropologues, par exemple, il y a eu un ouvrage de Technique et Culture qui est une revue très intéressante sur le low-tech. Et aujourd'hui, les artistes s'intéressent au low-tech, comme aussi possibilité de reprendre en main nos destins, c'est-à-dire aussi de réouvrir les boîtes noires et de ne pas simplement faire usage des technologies qui sont toutes fabriquées à l'endroit désigné tout à l'heure par Pierre Musso. Je pense que de ce côté-là, d'ailleurs, on a beaucoup à apprendre de l'Afrique quand on voit que les Fab Labs auront été labellisés et inventés au MIT, mais je crois que les Fab Labs existaient depuis bien longtemps en Afrique, si je peux me permettre. Je peux ajouter, merci Samuel, parce qu'en insistant sur les limites écologiques, disons, c'est très important d'insister, parce que le discours dominant, au moins en Occident, disons au nord de la planète, c'est tout ce qui est techniquement possible doit être réalisé. Or, il y a deux limites au moins. Il y a la limite de la nature, si on veut prendre ce terme, écologique, et puis il y a les limites humaines. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui bien prendre conscience de la fragilité humaine, bien prendre conscience dans tous ces discours sur la technique, et notamment rapportée au corps, sur les limites. Et je pense qu'il faut insister beaucoup là-dessus. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Excusez-nous pour la transition, un petit problème technique. Mais voilà, je vais prendre la parole sur les questions des spectateurs. En l'occurrence, on a aussi diffusé sur Twitch et on a reçu quelques questions sur Twitch. Donc, on a sélectionné certaines. Donc, Pierre Musso, une petite question qui vous concerne. Est-ce que la gamification et la virtualisation des corps
amènerait dans la réalité à un monde comme par exemple le jeu Grand Theft Auto, où la vie humaine perd de sa valeur finalement? Non, ça, je crois pas. Je crois que le virtuel et actuel soit s'hybride, je pense que c'est la forme la plus évidente déjà aujourd'hui, soit pour certains fusionne en réalité virtuelle, c'est-à-dire l'appartenance à deux mondes au moins, ou à plusieurs mondes. Et comme j'ai dit, c'est très important pour explorer les mondes possibles, explorer les mondes possibles, les nouveaux mondes, comme dit Balandier, c'est-à-dire les mondes issus, y compris de la technique, et pas simplement les mondes inconnus, comme on a fait en 1492, quand l'Europe a été voir l'Amérique. Mais donc, explorer les mondes possibles, et ça c'est indispensable, et en même temps explorer des identités, jouer sur les identités personnelles. Je crois que ça c'est offert vraiment par les univers virtuels. Mais Samuel doit avoir beaucoup de réflexions là-dessus, même si la question m'est posée. Bah, évidemment, si vous souhaitez ajouter quelque chose sur le sujet, Samuel, Monsieur Bianchini. Je crois que non, Pierre Musso a déjà donné pas mal d'éléments, puis je vois d'autres questions qui sont intéressantes. Je vais lui laisser continuer. Bien sûr. Alors, bah, justement, en fait, en tant qu'artiste, il y a quelqu'un qui voulait savoir, du coup, quelle position doit prendre l'art, selon vous, dans le débat sur l'émergence de nouveaux corps? Alors, dans le débat, en faisant des choses aussi, hein, mais là, si par exemple, vous prenez des cas bien connus comme celui de Orlan ou de Abramovich, c'est du côté de la performance, hein, vous avez beaucoup de mise en jeu du corps et de ses transformations. Mais je pense, et je vois une question qui est assez dense, hein, qui est posée là sur la question de l'esthétique et de l'éthique. Je pense que dans tous les modèles corporels dont on parle là, en lien au numérique, il y a quand même à nouveau quelque chose qui est de l'ordre d'une mise en périphérie du corps. C'est-à-dire que, par exemple, je crois qu'on apprécie encore beaucoup aujourd'hui de se toucher, de se sentir, de manger. Donc, c'est des rapports au corps qui sont très intimes et qui sont vraiment des choses qui sont dans le monde très tangible et qu'on a du mal à passer du côté de la quantification du numérique. Et je crois que cette sensibilité-là, les arts continuent à nous l'apprendre. Regardons par exemple pourquoi finalement l'économie de la musique, qui il y a quelque temps est complètement passée du côté du streaming et donc a complètement remis en question le monde tangible des disques. Alors, d'une part, vous avez le retour des disques vinyles, donc ça c'est peut-être anecdotique, mais c'est quand même intéressant de souligner que le marché n'est pas du tout mort. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a toute une économie du concert, du live, au sens le live, c'est-à-dire quelque chose de vivant, où on se retrouve ensemble à suer, à sentir, à chanter, et finalement à partager quelque chose qui est absolument tangible et qui n'est pas de l'ordre et qui n'est pas de l'ordre justement d'une espèce de fuite dans les périphériques. Donc, je trouve que c'est intéressant de rappeler que l'art peut aussi nous ramener du côté d'un corps sensible, incarné, qui a encore, je crois, plus que toute sa place, hein, qui est encore au cœur de notre monde. Et j'espère justement qu'on y reviendra davantage, peut-être dans une économie et une écologie nécessaire. Très bien, merci beaucoup. Alors, Madame Riquier, ensuite, une autre question. Par quels moyens lutter contre l'exacerbation des inégalités que produisent le numérique? Est-ce que vous avez des notions, en l'occurrence, de façon un peu utopique, on peut dire, mais voilà, par quels moyens vous lutteriez contre les inégalités du coup, qui sont posées par le numérique? Tout à l'heure, je commençais à en parler. Si on enlève, puisque M. Musso en a parlé, l'accès à l'Internet et l'accès au hardware, comme je disais, et Leapfrog, c'est vraiment... Leapfrog en business, c'est vraiment passer d'une ère à une autre ère en sautant une autre. C'est saute-mouton. Et aujourd'hui, les marchés des pays
Et j'ai lu une question aussi qui était relative à ça. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'Amérique du Sud, mais plus du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et par rapport à ça, et dans le jeu vidéo et Emerging Tech, donc réalité virtuelle et autres, intelligence artificielle. Et je disais, apparemment, il y avait un gouffre éducatif qui s'était creusé brutalement. Aujourd'hui, je viens de terminer un projet avec une société qui est en train de créer une gamification de l'éducation pour pouvoir pallier au manque d'éducation de certains niveaux. Donc, c'est une remédiation, c'est un jeu qui remédie et qui remédie aux problèmes que des élèves peuvent avoir. Donc, du CI, donc je suis au Sénégal aujourd'hui, du CI qui est avant le CP par rapport au système français, et à la terminale. Donc déjà, pouvoir lutter contre l'illettrisme, lutter déjà, donc on va commencer dès qu'on est petit, l'illettrisme par en fait une application mobile, hein. Parce qu'une grande majorité, bon, je suis au Sénégal, je ne connais pas tous les pays, je n'ai pas encore fait les 54 pays de l'Afrique, mais j'en ai au moins fait 12. Le smartphone est la façon de s'éduquer, de entertain, de se divertir, donc avec la musique, avec les arts, etc. Et une façon de pouvoir faire, donc vivre sa vie, par exemple, payer c'est aller au magasin et payer avec une application mobile, donc le e-money, c'était déjà existant en Afrique avant d'exister dans l'Occident. C'est dans ce sens-là que tout à l'heure je disais leapfrog, parce qu'il y a beaucoup plus de challenges en Afrique qui permet en fait aux créateurs et aux gens qui vivent en Afrique de créer de nouvelles solutions qui s'appliquent non seulement à l'Afrique, mais qui s'appliquent aussi au monde international aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un gros investissement sur tout ce qui est fintech, par exemple, sur des startups nigériennes. Le Nigeria, pourtant, qui avait jusqu'à présent interdit tout ce qui était crypto-monnaie, était l'un des pays reconnus mondial de l'utilisation des crypto-monnaies. Il n'y a que récemment, le mois dernier, qu'ils ont commencé à vouloir légiférer et acknowledge et reconnaître en fait l'existence de ce moyen de paiement. D'accord? Donc, un des moyens pour pouvoir donc l'éducation, ça passe par l'éducation, ça passe par l'information avant l'éducation, donc l'information que ces technologies existent, mais aussi que ces compétences de création existent, et l'éducation et créer des solutions qui vont s'appliquer au monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, il y a beaucoup, je ne sais pas, vous pouvez faire une recherche sur Google, et il y a beaucoup de unicorns, comme on dit dans la tech, de unicorns qui sortent du Nigeria, par exemple, des fintech unicorns qui reçoivent des milliards de dollars en investissement par justement les compagnies d'investissement qui se trouvent à la Silicon Valley. Donc, il y a maintenant cette transverse, et bien sûr, puisque aussi, c'est pour ça que je donnais le futur, il y a beaucoup du futur, l'Afrique aura un quart de la population en 2050. Donc, il y a beaucoup de layers, beaucoup de façons en fait de regarder tous ces challenges au niveau d'illégalité et comment remplir ces inégalités. On pourrait en passer encore une heure et je vois qu'il est 7h23. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse.
Alors, donc, la partie question-réponse touche à sa fin, pardon. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce qu'ont dit les participants dans le chat? Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose avant qu'on passe à la fin de la conférence, finalement? Peut-être je me permets une chose pour rebondir sur ce que disait Johanna Riquet. Pour moi, il y a un élément qui est extrêmement important, que je rappelle juste, qui a fondé Internet, qui a fondé le web, c'est les standards publics, l'open source. Et ça, c'est quand même un facteur énorme d'intégration à l'échelle mondiale, c'est-à-dire permettre que les technologies ne soient pas privatisées, mais qu'elles soient toujours des terrains sur lesquels on peut travailler collectivement, partager, relancer, et tout ce qu'il y a derrière l'open source, le copyleft. Et je crois que là, il y a quand même quelque chose de très beau qui est à souligner, qui est quand même un vrai, une création humaine quand même qui est assez remarquable et qui permet justement le partage à l'échelle internationale. Et la privatisation de ce point de vue-là, la privatisation de la connaissance, la privatisation des développements, la privatisation possible d'Internet, puisque on sent parfois, y compris à travers les stratégies du cloud, on sent parfois cette possibilité. Je crois que ça, c'est vraiment un grand danger, alors que l'open source, le copyleft sont vraiment de gros potentiels. Parfait. Merci d'avoir répondu du coup à ces questions et merci pour cette rencontre qui a été particulièrement enrichissante, mais qui touche malheureusement à sa fin avec un petit peu de retard. Donc, je vais en profiter pour vous parler des prochaines conférences des rencontres de la Sorbonne. Donc, les 2 prochaines sessions se dérouleront en physique à l'occasion du festival Everybody au Carreau du Temple. Donc, les 20 et 21 février. Donc, ces conférences portent encore sur la thématique des politiques culturelles des corps, et plus précisément cette fois, les corps en mutation constante, et la seconde portera sur les corps dissidents. Donc, nous vous invitons vivement à vous y rendre. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.